au moment où nous parlons, maintenant, il est possible que des messages diplomatiques secrets entre Washington et Téhéran transitent par l'administration suisse. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, on reçoit Richard Verly, journaliste correspondant à Paris pour le journal Blick, visage familier des plateaux TV français et auteur de « Cette Amérique qui nous déteste ». Et Dieu sait qu'on avait des questions à lui poser. Venezuela, Iran, pétrole, Europe tétanisée, Davos en toile de fond. Derrière le bruit politique, une question simple. Quel est véritablement le plan de Donald Trump? Ou plus inquiétant encore, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait? N'oubliez pas de liker et de vous abonner si le contenu vous plaît. Et vous pouvez aussi désormais aller découvrir la chaîne Basis Point en anglais. Même esprit, but this time it's in English. Pour le monde de la finance, la géopolitique n'est plus un décor. C'est une variable de pricing, de risque et d'allocation. Mais avant de dérouler les scénarios et de parler de cash flow, sanctions ou arbitrage stratégique, il faut réussir à lire cette nouvelle carte du monde. On fait le point tout de suite avec Richard Verly. Franchement, Richard Verly, expliquez-nous en 2-3 phrases aujourd'hui où on en est avec la situation au Venezuela. On est dans une situation d'attente, dans une sorte de très étonnante parenthèse, puisque vous le savez, Donald Trump a donné l'ordre et a réussi à faire enlever le président vénézuélien Maduro, qui est actuellement dans un pénitencier à New York, que depuis lors, il a laissé le gouvernement en place au Venezuela. C'est donc la vice-présidente qui a succédé au président Maduro enlevé, laquelle vice-présidente semble quand même avoir fait plus ou moins allégeance à Donald Trump, en ce sens qu'elle a libéré à peu près 400 prisonniers politiques, qu'elle a dit, ce que d'ailleurs Maduro avait déjà dit, l'exploitation du pétrole est ouverte aux majors américaines qui voudraient y retourner. Donc on est dans cette situation de parenthèse où on a l'impression que les autorités vénézuéliennes sont en quelque sorte sous la surveillance de Donald Trump. Maduro, le cours de la justice va suivre, je crois que sa prochaine audition aura lieu le 15 mars, et l'opposante en chef du Venezuela, Madame Machado, qui a obtenu le prix Nobel, pour l'instant, elle reste en dehors du pays, elle n'a pas été autorisée à rentrer. Le seul geste qu'elle a fait, c'est donner sa médaille du Nobel à Donald Trump dans le bureau ovale. La vice-présidente qui avait tout de même, il y a quelques jours, annoncé qu'il n'y avait qu'un seul président du Venezuela et que c'était Maduro. Oui, alors je crois qu'il faut distinguer la rhétorique de la réalité. La rhétorique, ça reste une rhétorique bolivarienne, du nom du régime, la République bolivarienne du Venezuela, c'est-à-dire une rhétorique anti-américaine. On réclame le retour du président Maduro, on estime qu'il a été illégalement enlevé, ce qui est particulièrement vrai, et on réclame qu'il revienne et qu'il reprenne sa position. Dans les faits, bien évidemment, c'est impossible. Il est hors de question que les États-Unis libèrent Maduro dans l'immédiat, après on verra. Tout est possible avec Trump, y compris des deals éventuels. Et c'est donc la vice-présidente qui, dans un premier temps, tient le pays, sans doute avec le ministre de l'Intérieur, qui est quand même l'homme fort de ce régime. Ce qui est étonnant, encore une fois, c'est qu'on est dans cette parenthèse où Donald Trump il a dit publiquement que les États-Unis gouverneraient le Venezuela, mais dans les faits, ce n'est pas le cas, c'est toujours le pouvoir en place. Donc est-ce qu'on risque de se retrouver avec une espèce de protectorat comme l'Empire britannique il y a 100 ans? Je ne crois pas. Je crois que Donald Trump attend de voir. Il a sûrement des options sur son bureau. Il attend de voir, que veut-il? C'est cette question qu'il faut se poser. Que veut-il? Donald Trump, il a une constante qu'il applique à peu près à tous les pays du monde. On pourrait la décrire ainsi, peu importe les régimes, pourvu qu'ils servent les intérêts des États-Unis. Donc, et pourvu qu'il ne tue pas et qu'il ne perpétue pas de tuerie de masse, parce que ça, Donald Trump, il n'aime pas. Ça a un peu toujours été la doctrine américaine, ça. Oui, enfin, les tueries de masse, les Américains ont laissé beaucoup de régimes perpétuer des tueries de masse. Donald Trump, lui, il n'aime pas quand il y a beaucoup de morts. D'ailleurs, c'est la situation en Iran qui l'a amené à proposer son aide. On verra ce qu'il fera. Mais je dirais que tant qu'un régime accepte de servir les intérêts des États-Unis, ouvre ses portes aux firmes américaines, laisse les firmes américaines exploiter les ressources naturelles qui intéressent le plus Trump, c'est-à-dire l'énergie et les terres rares, ça va. Donc on est dans ce moment où Trump attend sans doute de voir si le gouvernement vénézuélien va satisfaire ses demandes. Alors justement, il a décapité le gouvernement vénézuélien et maintenant il se retourne vers les grands CEO des compagnies pétrolières et il leur demande d'investir. Il a fait une demande pour 100 milliards de dollars et il se retrouve avec une réponse très mi-figue mi-raisin des top executives américains, dont le CEO de Exxon qui parle d'un pays ininvestissable. Oui, alors c'est plus que mi-figue, mi-raisin. Ils ne veulent pas y aller.
pour l'instant. Je crois qu'ils sont polis, évidemment, ils sont dans le bureau ovale, ils sont avec Donald Trump. C'est comme les géants de la tech, quand ils rencontrent Donald Trump, ils disent merci Monsieur le Président, oui Monsieur le Président, bien entendu Monsieur le Président. Mais la réalité, si vous prenez les déclarations, les majors américaines du pétrole ne veulent pas y aller pour une raison simple, c'est que les conditions juridiques, politiques, de stabilité qui sont indispensables, surtout dans ce type de business, le business pétrolier avec de très lourds investissements. Il y a des raffineries vénézuéliennes à remettre complètement en état. Donc pour l'instant, le moment n'est pas du tout approprié pour ces compagnies pétrolières, ce qui pose la question, que va-t-il advenir ? Est-ce que Trump s'est fourvoyé ou est-ce qu'il a mis la charrue avant les bœufs? Parce qu'au final, il s'est accaparé des ressources que personne n'a envie d'exploiter. Alors moi, je pense qu'il y a trois théories. Vous savez, c'est compliqué parce que on regarde ça de l'extérieur, il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas et qui ne sont pas publiques. La première théorie, c'est celle où, comme je le disais, c'est celle que je tends à privilégier. Trump est dans un moment de parenthèse, il attend de voir, et si ce gouvernement vénézuélien toujours en place ne répond pas aux offres et aux demandes des États-Unis, il interviendra à nouveau d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, il a laissé à proximité du Venezuela toute son armada navale, avec notamment le porte-avions Gerald Ford, et donc la capacité de frapper le Venezuela à tout moment. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie que je lis dans la presse américaine, c'est celle selon laquelle, en fait, il y a déjà eu un coup d'État au Venezuela. C'est-à-dire que Maduro a été lâché par le régime, Donald Trump s'en est emparé, et que le régime actuel est en fait un régime qui a pris le pouvoir, la vice-présidente et le ministre de l'Intérieur, et que donc des décisions sont en train d'être prises, qu'on va connaître bientôt. Ça, c'est la deuxième théorie, c'est-à-dire que Trump a fomenté, au fond, une révolution politique qu'on ne voit pas, mais qui a bel et bien lieu, c'est-à-dire que dans les semaines à venir, on pourrait voir certains dirigeants arrêtés, emprisonnés, extradés. On pourrait s'attendre à des remous politiques importants au sommet de l'État vénézuélien. Et puis, il y a la troisième théorie, qui est peut-être la plus inquiétante d'un point de vue géopolitique, c'est que Donald Trump ne sait pas ce qu'il veut faire. Il sait qu'il veut les ressources, il sait qu'il veut le pétrole, il sait qu'il a réussi une opération commando spectaculaire, et pour le reste, il n'a pas prévu. Une possibilité, c'est que Trump, qui raisonne quand même de manière assez binaire, ça ne vous a pas échappé, a cru que l'enlèvement de Maduro ferait écrouler le régime. Parce que Trump, il a une vision très verticale des choses. Voilà. Et donc, il a sans doute pensé que l'enlèvement de Maduro conduirait à un écroulement du régime. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, attendons de voir. C'est une situation, je dirais, qui est pénible. Sans doute, du point de vue économique, ça va être très dur pour le Venezuela. Mais ce qu'on constate dans les jours qui viennent d'arriver, c'est quand même une forme de libéralisation du régime qui, encore une fois, je le répète, a libéré des prisonniers politiques et pour l'instant n'a pas déclenché la moindre répression. Et quid de la réaction très tiède de l'Union européenne et du reste du monde? C'est un aveu de soumission aux États-Unis? Non, c'est un aveu, je ne dirais pas de soumission, mais d'acceptation de ce qu'on appelle maintenant la nouvelle doctrine Donroe. Don pour Donald, Roe pour Monroe, le président des États-Unis du début du 19e. Ce président des États-Unis, quelle était sa doctrine? Sa doctrine, c'était que tout le continent américain appartient aux États-Unis. Ou plus exactement, les États-Unis ont un droit moral, politique et économique sur l'ensemble du continent, du Canada jusqu'à la Terre de Feu. Eh bien, ce que les Européens ont fait en refusant de condamner fermement l'enlèvement du président Maduro, c'est de facto reconnaître cette tutelle américaine sur l'ensemble du continent. Est-ce que la rhétorique européenne serait la même si la Chine s'emparait de Taïwan? Alors, dans le cas de Taïwan, c'est différent. Je pense que ce n'est pas comparable. Il faut faire très attention. Taïwan, c'est déjà la Chine. Donc, il n'y aurait pas, et c'est important du point de vue du droit international. Dans le cas du Venezuela, il y a une violation caractérisée du droit international, puisqu'un État va s'emparer d'un président élu, dans des conditions, les élections étaient truquées, mais de facto, il était élu et reconnu par la communauté internationale. Un pays s'en empare et le ramène dans une prison au motif d'une procédure judiciaire des États-Unis. Dans le cas de Taïwan, et c'est d'ailleurs tout le problème, si la Chine devait envahir Taïwan, elle n'envahit pas un État internationalement reconnu, sauf par quelques pays, elle envahit ce qui est de facto un territoire chinois. Donc, bien évidemment qu'il y aurait une condamnation massive, bien évidemment qu'il y aurait des réactions, mais je pense que les deux sujets ne sont pas du même ordre. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'agir de la sorte, ça donne tous les arguments
à Xi Jinping pour un jour faire de même avec Taïwan. Et donc, si on s'en tient au droit international strictement, ce qui se passe au Venezuela est pire que ce qui pourrait se passer à Taïwan. Alors pire, je ne sais pas parce que Au il regard faut... du droit international. Alors oui et non, parce que dans le cas du Venezuela, n'oublions pas qu'il s'agit de l'enlèvement de 2 personnes. C'est une opération commando qui a enlevé 2 personnes, le président vénézuélien et son épouse. Ce n'est pas une intervention militaire de masse. On n'imagine pas que la Chine se contentera d'enlever le président de Taïwan. Elle fera une invasion. Donc les opérations ne peuvent pas être comparables et de toute manière, on ne sait pas ce que fera la Chine pour l'instant. Mais ce qui est sûr du point de vue du droit, c'est que Taïwan n'a pas le même statut que le Venezuela au regard du droit international. Revenons-en un petit peu au pétrole vénézuélien, justement, qui est apparemment difficile à extraire. À quel point est-ce qu'il peut vraiment influer sur le marché mondial du pétrole? Alors d'abord, est-ce qu'il est difficile à extraire partout? Moi, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais notons quand même que dans les années 60, 70, 80, au moment où le Venezuela était très prospère, les majors américaines étaient implantées là-bas. Tout le monde était au Venezuela. Donc franchement, ça ne doit pas quand même être si difficile à extraire, parce qu'à l'époque, c'était un Eldorado pétrolier. Il n'y a aucune raison que ça ne le redevienne pas. Je rappelle quand même que le Venezuela dispose des premières ressources de pétrole au monde en termes de milliards de barils. Donc, quelle influence aujourd'hui, en l'état actuel, ça peut avoir sur le marché du pétrole? Ça peut en avoir deux. D'abord, ça complique quand même la tâche de la Chine. Il faut le dire, la Chine importait énormément de pétrole vénézuélien non raffiné, puisque le Venezuela n'avait presque plus les capacités de raffiner son propre pétrole. La Chine, pour rappel, importe aussi 90% du pétrole d'Iran, qui est actuellement sous pression. Donc quand vous avez la seconde économie mondiale qui est privée d'énergie ou qui voit son approvisionnement énergétique menacé, ça a évidemment des conséquences. A priori, ça fera monter le prix du pétrole. La deuxième chose, c'est que ça permet aux États-Unis incontestablement d'avoir le robinet. Ils ont le robinet, ils peuvent l'ouvrir ou ils peuvent le fermer. Et c'est pour ça que pour l'instant, Trump maintient son armada autour du Venezuela. Donc je pense que les deux conséquences en termes de marché pétrolier, un, augmentation probable des cours, deux, robinet américain et domination américaine sur le marché mondial du pétrole. C'est une façon, dans ce contexte de guerre économique, de contrer la pression que la Chine peut exercer sur les États-Unis en termes de terres rares, par exemple? Tout ce que fait Donald Trump, et c'est sans doute l'élément le plus cohérent de sa politique, c'est à destination de la Chine. La phobie de Donald Trump, c'est que la Chine s'empare de la première place économique mondiale. Il veut que les États-Unis restent à tout prix la première puissance mondiale, et pour ça, il faut cantonner la Chine. Et la Chine a un talon d'Achille, c'est l'énergie. Elle a besoin d'énergie fossile. Alors elle est en train de surmonter cet obstacle avec l'énergie verte, avec les énergies vertes, etc. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, pour dire les choses comme elles sont, Trump tape là où ça fait mal. Il sait que c'est la faille, la zone de fragilité économique chinoise, et il appuie dessus. Il s'est imposé ce dossier vénézuélien. Il y a le dossier iranien qui vient s'ajouter à l'équation. Juste 2-3 mots sur ce qui se passe en Iran. Est-ce qu'on peut imaginer une intervention militaire américaine? Bien sûr, je crois qu'on peut tout à fait l'imaginer, ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu, mais il y a quand même un précédent. C'est les frappes du mois de juin 2025, lors de la guerre des 12 jours avec Israël. Rappelez-vous, frappe avec les fameux bombardiers B-2, les bombardiers furtifs, qui sont un peu le jouet préféré, pardonnez-moi l'expression, de Donald Trump. Il adore les bombardiers B-2, et donc ça le démange sans doute de les utiliser à nouveau pour des frappes ciblées sur le régime iranien. Donc, réponse à votre question, oui, on peut s'attendre à une intervention. Est-ce qu'elle va avoir lieu ou non? Je ne le sais pas, mais ça fait partie des hypothèses. Est-ce que ce serait vraiment pour aider ce peuple iranien qui se révolte ou pour d'autres raisons un petit peu plus personnelles et intéressées? Alors, il y a, à mon avis, deux choses. Que Donald Trump profite ou veuille répondre à la révolution iranienne, c'est évident. Il a fait un message sur les réseaux sociaux en disant « Mobilisez-vous, l'aide est en route ». Donc, on ne peut pas nier que si les Américains interviennent, cela sans doute permettra à l'opposition soit de prendre le pouvoir, soit de mettre en difficulté le régime des ayatollahs. Est-ce qu'en revanche, c'est son intention première? Non. L'intention première de Donald Trump en Iran, il y en a deux. Premièrement, sécuriser Israël, rappelons-le, sécuriser Israël avec le programme nucléaire iranien, etc., donc le démanteler. Et deuxièmement, là aussi,
s'assurer non seulement des réserves pétrolières iraniennes, ou en tout cas d'un relatif contrôle des réserves pétrolières iraniennes qui sont les troisièmes mondiales, mais s'assurer aussi du contrôle des détroits pétroliers, puisque l'Iran a les moyens, sous forme d'attentats terroristes ou autres, de fermer le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb, je dirais, ce qui littéralement déstabiliserait considérablement le marché pétrolier mondial. La Suisse, dans tout ça, petit pays, elle a des cartes à jouer, elle se positionne comment? On a vu qu'on manquait peut-être un petit peu de charisme sur le plan international. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la Suisse, au milieu de tout ce brouhaha? Dans les sujets que vous avez évoqués, que ce soit le sujet du Venezuela ou le sujet de l'Iran, la Suisse s'est fixé une ligne, et je crois qu'elle a raison de le faire, c'est la défense du droit international. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle a un rôle à jouer. Sa situation, donc, dans les deux cas, la Suisse rappelle le droit international, et le droit international prohibe d'enlever un président, ça c'est le cas du Venezuela, et prohibe une intervention militaire extérieure, c'est le cas de l'Iran. Mais attention, le droit, lui aussi, prohibe un régime de réprimer sa population dans le sang, comme le fait le régime iranien. Dans le cas de l'Iran, la Suisse est particulièrement silencieuse, pour une raison qui ne vous a peut-être pas échappé, c'est qu'elle représente depuis maintenant 40 ans les intérêts des États-Unis en Iran. C'est une mission de bons offices qui exige d'être extrêmement discret, puisque au moment où nous parlons, maintenant, il est possible que des messages diplomatiques secrets entre Washington et Téhéran transitent par l'administration suisse. Vous avez écrit un bouquin paru récemment, Cette Amérique qui nous déteste. Tout à fait. Qui sommes-nous et pourquoi est-ce qu'ils nous détestent, les Américains? Alors, c'est un livre qui tombe à pic d'une certaine manière. Je l'ai écrit, il a été publié au mois de novembre. Et pourquoi j'ai voulu le faire? C'est parce que je voulais mettre en garde, suite à mes reportages aux États-Unis, sur ce que j'avais vu poindre dans les rues américaines, dans les campagnes américaines, c'est-à-dire une détestation de l'Europe de la part de l'Amérique de Donald Trump, c'est-à-dire des électeurs MAGA, Make America Great Again. Et quand j'avais fait ces reportages, il m'était apparu très nettement qu'il y avait une colère anti-européenne. Et depuis, ça s'est concrétisé, notamment par ce fameux document stratégique américain qui a été publié au mois de novembre et dans lequel les États-Unis, officiellement, parlent d'un affaissement civilisationnel de l'Europe et disent que pour que l'Europe reste forte, il faut qu'elle s'allie et qu'elle obéisse aux États-Unis. Je résume le propos. Donc moi, le propos de mon livre, c'était d'alerter là-dessus, parce que je pense que c'est très profond. Aujourd'hui, l'Amérique qui est au pouvoir, ce n'est pas toute l'Amérique, attention, c'est cette Amérique. Elle n'est pas du tout disposée à avoir une Europe autonome, à avoir une Europe indépendante, à avoir une Europe puissance. Pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, elle veut une Europe vassale. Est-ce que cette Europe, tant détestée politiquement par les États-Unis, Par cette Amérique de Trump, pas par tous les voilà, États-Unis. j'allais dire, est-ce qu'il y a un risque que cette détestation politique de l'administration actuelle devienne une détestation culturelle d'une population? Alors, il y a déjà une détestation culturelle. Le fond de sauce, si je puis dire, du Trumpisme, c'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle sur au moins 3 terrains. Premièrement, c'est la revendication du fait que la force est le principal moyen de discussion dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est la force qui doit parler, on discute ensuite. On tape d'abord, on discute ensuite. Ça, c'est, au fond, c'est pour ça que Donald Trump déteste le droit international, puisque lui, ce qu'il veut, c'est un peu réducteur de faire la comparaison avec les westerns, mais il est le shérif qui tire d'abord et qui discute ensuite. Et de ce point de vue-là, cette position est complètement contraire à celle de l'Union européenne qui a érigé le droit en valeur presque cardinale. Bah, de tout le reste du monde et de tout le monde post. Non, pas tout à fait. Je dirais pas ça de la Russie, je dirais pas ça de... Non, il y a quand même beaucoup de pays qui sont tentés par la voie de la force. Mais Trump, c'est lui la seule grande démocratie qui revendique cela. Mais alors la Russie, la Chine, par exemple, qu'on pourrait imaginer dans Oui. ces veines-là, c'est quand même des pays qui ont travaillé pour leur accession à l'Organisation mondiale du commerce, Oui. qui, en tout cas, font semblant de respecter quelques traditions des relations internationales et des systèmes onusiens. Donc, ils sont beaucoup moins flagrants dans leur mépris de l'ordre international Alors, établi. c'est juste pour la Chine, c'est beaucoup moins juste pour la Russie, confère la guerre en Ukraine et la guerre d'invasion, la guerre d'annexion qu'a menée la Russie en Ukraine. Mais il est vrai que la Chine aujourd'hui, et c'est un paradoxe, ce pays
cette dictature communiste, du Parti communiste, elle se conforme bien davantage au droit international que ne le font les États-Unis, supposés être la plus puissante démocratie au monde. Richard Verly, merci beaucoup pour votre passage. Merci, avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.